Et bienvenue à tous dans Une semaine dans le monde. Retour ce soir sur les 3 grandes actualités qui ont marqué cette semaine avec à mes côtés ce soir Sarah Daniel, grand reporter. Bonsoir Sarah, merci d'être avec nous. Également avec nous ce soir Alain Guillemot, rédacteur en chef adjoint à La Croix. La une d'ailleurs de La Croix de ce jour, c'est l'offensive russe sur Kharkiv. Et puis à la une de l'Hebdo, c'est l'Inde. Peut-être vous vouliez dire un mot de votre journaliste expulsé d'Inde ? Oui, c'est un article qui est particulièrement touchant puisque c'est notre journaliste qui était, une journaliste historique de La Croix qui a travaillé pendant 25 ans en Inde et qui malheureusement a été expulsée, un choix du régime indien. Et elle raconte donc ses derniers jours vécus en Inde dans le contexte des élections actuelles. Et elle raconte ses derniers jours en Inde et sur un ton très personnel, donc c'est un magnifique article. Merci Alain. Également avec nous ce soir, Patrice Trappier. Bonsoir. Patrice, membre du comité éditorial du 1 Hebdo et à la une du 1 cette semaine, la France vue des supermarchés. Et puis également encore Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Laure qui voulait nous présenter un livre ce soir. Oui, un livre qui vient de sortir en librairie dans le cadre de notre collection de livres aux éditions Gallimard, toujours le même principe, des albums illustrés par 120 dessins de presse du monde entier sur un même sujet. Et là, le sujet qui s'est imposé à nous, c'est l'intelligence artificielle et tous les enjeux béants que cette nouvelle technologie pose à tous les niveaux. C'est un livre en partenariat avec France Médias Monde et Amnesty, donc je me devais de vous le présenter en librairie, donc depuis le 2 mai. Merci beaucoup Laure. Au sommaire ce soir d'une semaine dans le monde, les émeutes et les violences en Nouvelle-Calédonie causées par une réforme électorale contestée par les indépendantistes. Un certain nombre de quartiers de Nouméa restent toujours hors de contrôle. Et la priorité des habitants, c'est aussi le ravitaillement alors que les pénuries menacent. Retour aussi ce soir sur l'actualité de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a remplacé en début de semaine son ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, par un autre proche, l'économiste Andrei Belousov. Remaniement alors que sur le terrain, l'offensive sur la région de Kharkiv redouble en intensité. Et puis le mouvement MeToo et la question des violences sexistes et sexuelles au sein du cinéma français omniprésente au Festival de Cannes cette année, dont c'est la 77e édition. 2 mois après le discours choc de Judith Godrèche au César, la vague MeToo n'en finit pas de déferler. Et on revient donc tout d'abord sur cette situation quasi insurrectionnelle cette semaine en Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique. 3 nuits d'émeutes cette semaine, 5 morts dont 2 membres des forces de l'ordre, nombreux pillages et destructions également, 200 millions d'euros de dégâts. L'état d'urgence a été décrété, il est d'ailleurs toujours en vigueur. TikTok suspendu, 10 membres du CCAT, la branche la plus radicale du Front de Libération Kanak indépendantiste, assignés à résidence, des centaines de personnes interpellées, 1 millier de policiers et de gendarmes supplémentaires également envoyés sur place. Le garde des Sceaux a présenté tout à l'heure une circulaire pénale pour garantir, je cite, les sanctions les plus lourdes contre les émeutiers et les pillards. On va écouter Éric Dupond-Moretti. Les 3 mots de ma circulaire de politique pénale, c'est fermeté, rapidité, systématicité. Pourquoi ? Parce qu'il faut impérieusement que l'ordre républicain soit rétabli. Et il est impérieux, comme lors des émeutes que nous avons connues en métropole, qui connaissent d'ailleurs des points très similaires avec ce qui se passe sur le territoire calédonien, il faut impérieusement, bien sûr, que nous ayons ces réponses. Et il faut que la justice prenne toute sa part dans ces réponses. La justice, je le rappelle, a été au rendez-vous des émeutes que nous avons connues. Et on va tout d'abord revenir sur le fond. Sarah, la question de l'élargissement de ce corps électoral, véritable casus belli. Oui, c'est ça qui a mis le feu aux poudres, sachant que finalement, les gouvernements, de gouvernement en gouvernement, n'ont jamais pris la décision de changer ce corps, et que c'est quand même une décision, je pense, démocratique maintenant, mais que ça suscite une telle violence que on ne sait pas du tout comment on va pouvoir sortir de cette question. Mais voilà, la Nouvelle-Calédonie maintenant est devenue de fait ce qu'on voulait empêcher, c'est-à-dire une terre de peuple
simplement. Et l'équilibre des populations font que, de fait, une décision constitutionnelle et démocratique va obliger à élargir ce corps constitutionnel, ce corps électoral. Patrice, l'État s'était voulu neutre, disons, durant des années. Il y avait une véritable relation de confiance qui s'était construite entre Paris et notamment les indépendantistes. Cette neutralité, à leurs yeux, a pris fin, notamment en 2021, lors de ce 3e référendum d'indépendance, dont le calendrier, disons, avait été accéléré par Paris. Hein. Oui, et qui avait été boycotté par les Kanaks. Quand on entend le ministre Dupond-Moretti, ça peut nous rappeler 1988, au moment de la grotte d'Ouvéa, tragique, avec des morts et des morts. Quand on veut faire de la politique française en Nouvelle-Calédonie, ça passe pas. Chirac, c'était l'élection présidentielle. Il avait pris une posture extrêmement martiale, très dure. Et ensuite, il a fallu Rocard et de l'écoute, une mission de réconciliation qui avait entendu 1200 personnes. Et c'est le fameux accord de Matignon qui ont donné 10 années de paix. Et quand même des rapprochements, parce qu'on peut dire qu'on a repoussé les échéances, et c'est vrai qu'il y a ce problème du corps électoral, mais il y a aussi beaucoup de rapprochements économiques. En ce moment, il y a la crise du nickel qui joue aussi, mais il faut donner du temps. Il y a beaucoup... Je ne suis pas sûr que les Caldoches et les Kanaks ne veulent plus vivre ensemble en ce moment, parce que le ministre aussi parle comme si c'était les émeutes des banlieues françaises. Il y a bien sûr des similitudes, mais il faut faire très attention. C'est un cadre institutionnel extrêmement fragile et très étranger quand même à ce qu'on connaît en France. On parle de chaos, de climat insurrectionnel. On est au bord d'une guerre civile en Nouvelle-Calédonie. Alors bon, je pense que le terme de guerre civile est peut-être un peu prématuré, et exagéré. Mais en tout cas, c'est vrai que oui, les images montrent une situation insurrectionnelle, certes. En même temps, moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il faut donner du temps. Et oui, il y avait avec ces événements, on a surtout l'impression qu'on revient 35 ans en arrière et qu'on a détricoté brutalement quelque chose qui avait été tricoté pendant très longtemps et qui était une espèce de confiance. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'État avait réussi à se mettre dans une position de neutralité dont il est sorti, là, en poussant les feux de la réforme du corps électoral. Et aujourd'hui, le président Macron nous dit qu'il faudrait boucler une négociation avant le mois de juin. Il me semble que c'est un peu contre-productif de donner des échéances comme ça, surtout des échéances aussi courtes, et qu'il faut effectivement Pourquoi, selon vous, ce calendrier, donner du temps. Précipitation à nouveau? Alors, l'État français ne veut pas avoir l'air de reculer, alors que le texte de la réforme du corps électoral a été voté et par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Et l'État français voudrait aller au bout de cette réforme. Mais je vois mal comment il pourrait le faire en un mois. Et il me semble qu'il faudrait laisser beaucoup plus de temps pour que la négociation ait lieu et puis pour que la confiance revienne. Parce que ça sera compliqué de revenir à un dialogue. Et ça va être assez difficile. Et ce qui inquiète... Allez-y, Sarah. Non, je disais, oui, ça serait en effet bien de laisser du temps, mais en fait, c'est aussi gagner du temps. Et gagner du temps, ça obère les positions de futurs gouvernements qui vont à un moment devoir solder cette question du collège électoral, qui est une question coloniale, en tout cas d'héritage colonial, et qu'il va falloir solder. Et je pense que là, c'est devenu... les deux camps en présence sont devenus... tellement antagonisés que je ne vois pas comment il peut y avoir je suis assez inquiète. En fait, je ne vois pas comment il peut y avoir un accord et que ça peut se calmer, si ce n'est au prix, justement, d'un gain de temps, mais assez improductif. C'est-à-dire qu'on on va continuer, en fait, à se donner de gouvernement en gouvernement cette non-résolution de cette question. Patrice, en même temps, chaque camp est divisé. C'est-à-dire que chez les Caldoches, les anti-indépendantistes, il y a des leaders modérés et d'autres beaucoup plus extrémistes. Pareil chez les Kanaks, avec une jeunesse aussi en ébullition. Et donc, il faut appuyer sûrement sur les modérés le plus possible. Et quand même, quand dans la même semaine et dans une même déclaration, on mêle l'évasion sanglante de Mohamed, je ne sais plus très bien son nom, Ashra, je crois, en Normandie, et la situation en Nouvelle-Calédonie, évidemment, il y a une opinion publique droitisée qui attend la répression, mais il me semble que ça peut être dangereux et contre-productif.
Parmi les groupes, disons, indépendantistes les plus radicaux, il y a donc le CCAT, cette cellule de coordination des actions de terrain. On va écouter d'ailleurs à ce sujet Gérald Darmanin. Cette nuit, j'ai assigné à résidence 10 leaders que je ne confonds pas avec des indépendantistes politiques, mais qui sont des leaders mafieux. Il n'y a pas d'autre mot. Leaders mafieux ? Oui, des leaders mafieux. Le CCAT, qui est différent du FLNKS, ce parti politique. Le CCAT, c'est un groupuscule indépendantiste, hein, le CCAT. C'est un groupuscule qui se dit indépendantiste et qui, en fait, commet des pillages, commet des meurtres, manifestement, commet de la violence. Et il ne faut pas le confondre avec des militants politiques. C'est le CCAT le problème, c'est ça pour vous ? Oui, bien sûr. C'est le CCAT le problème, dit Gérald Darmanin. Il y a 9 mouvements qui composent ce groupuscule. Qui sont-ils exactement ? Oui, c'est très divisé, effectivement, mais il faut se souvenir, par exemple, qu'en 1988, Jean-Marie Djibaou, qui était un leader très modéré, un an plus tard, il a été assassiné avec son adjoint Yawéné par un extrémiste radicalisé indépendantiste. C'est une situation politique très émiettée. Il faut, effectivement, le ministre a raison de parler des pillages, mais il faut essayer de rassembler le plus possible la situation. Il y a une violence, Alain, générationnelle aussi, de la part de jeunes, pour la plupart issus d'un background défavorisé, un héritage là aussi de la situation coloniale. Oui, cette crise s'enracine aussi dans des problèmes sociaux. C'est-à-dire il y a une jeunesse qui a du mal à trouver du travail, qui a du mal à trouver sa place dans la société calédonienne, des prix qui sont élevés, des problèmes de transport, des problèmes... voilà, la jeunesse calédonienne fait face à beaucoup de difficultés. Et un peu, enfin, on l'a dit tout à l'heure, un peu, il y a une dimension un peu comme la crise des banlieues dans cette histoire-là. Mais on n'est pas dans la même histoire parce qu'on est aussi dans une situation coloniale où on a un peuple autochtone qui, lui, est porteur de la légitimité que lui donne l'histoire. Et puis, on a une population dite loyaliste qui, elle... à la légitimité du corps électoral. Alors, et voilà. Et aujourd'hui, c'est ça qui bloque. C'est comment trouver le bon équilibre. Mais avant de chercher l'équilibre, il faut chercher d'abord le dialogue et la négociation. Et c'est là où c'est difficile. Une partie de ces groupuscules, de ces membres de groupuscules indépendantistes extrêmes sont, selon Gérald Darmanin, manipulés par... des puissances étrangères, Darmanin qui dénonce donc des ingérences, notamment de la part de l'Azerbaïdjan, Sarah, ce fameux groupe d'initiative de Bakou qui serait, en tout cas qui soutiendrait, on ne comprend pas très bien ce qu'ils font d'ailleurs, mais qui soutiendrait ces indépendantistes. Est-ce qu'on sait jusqu'où, dans quelle mesure ? Mais en fait, même les groupes d'indépendantistes l'ont reconnu. J'entendais sur Arte un leader de la jeunesse française kanak qui disait oui, en fait, on est soutenu par des groupuscules, alors que ça soit l'Azerbaïdjan ou la Chine, qui ont des intérêts évidemment pour tout ce qui est le problème des ressources et du nickel, parce qu'on n'a pas parlé de ça aussi, mais c'est un des grands problèmes sociaux et économiques de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est ça, ou c'est plutôt pour ce qui est de l'Azerbaïdjan, disons en représailles par rapport au positionnement de la France, oui, notamment dans la crise du Haut-Karabakh, évidemment, dans leur soutien à l'Arménie. Pour le cas de l'Azerbaïdjan, c'est en priorité ça, oui. C'est une mesure de rétorsion typique. Et en fait, tout est mêlé. C'est à la fois des intérêts politiques. Pour la Chine aussi, il y a aussi des intérêts politiques de se positionner contre la France, qui est une alliée des Américains, mais il y a aussi donc la volonté de capter des ressources d'une future Nouvelle-Calédonie indépendante. Et on voit ça très très bien à l'œuvre. Il y a en ce moment une usine de production qui est fermée en Nouvelle-Calédonie. Si les 3 usines ferment, ce qui est probable vu leur état, ça fait 12 000 personnes qui vont être mises au chômage. Donc ça aussi, c'est un problème crucial. Les ressources en nickel, effectivement, également convoitées par la Chine, on l'imagine ?
Oui, alors, la Chine est un gros client du nickel calédonien, hein, donc elle a plutôt intérêt à la stabilité, à dire vrai. Mais non, je voulais revenir sur l'Azerbaïdjan pour préciser un petit peu, peut-être, voilà, c'est tout à fait avéré qu'effectivement l'Azerbaïdjan a invité les indépendantistes kanaks à Bakou et autres d'ailleurs et d'autres territoires français d'outre-mer et leur apporte un soutien. En fait, bon, l'Azerbaïdjan est donc en conflit, une irritation contre la France qui a marqué son soutien à l'Arménie. Et à nouer une coopération militaire avec l'Arménie pour éviter que l'Arménie ne soit envahie par l'Azerbaïdjan, puisqu'il y a une guerre qui dure depuis maintenant très longtemps. L'Azerbaïdjan a récupéré le Haut-Karabakh, qui faisait partie de son territoire historique. Et ensuite, il y avait une crainte que le conflit ne déborde en Arménie. Donc les Français sont venus au secours du gouvernement d'Erevan. Des armes défensives. Voilà. Et donc il y a une irritation des Azéris, du gouvernement d'Azerbaïdjan, qui a voulu comme ça embêter la France en allant apporter du soutien aux indépendantistes kanaks. Maintenant, il serait exagéré de dire que les troubles qui se produisent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie sont causés par cette ingérence. L'Azerbaïdjan a prêté la main, disons, et a soutenu et sans doute financé, on n'en sait rien, mais très probablement financé aussi les indépendantistes. Ça ne suffit pas à expliquer le déclenchement de ces émeutes. Enfin, il serait exagéré de croire que l'Azerbaïdjan peut simplement appuyer sur un bouton et déclencher des émeutes là-bas. Il y a une cause locale qui, comme on l'a expliqué, est celle du désaccord sur la taille du corps électoral. Laure, le regard des dessinateurs de presse sur la Nouvelle-Calédonie? Sur cette crise complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Un premier dessin du dessinateur français Truand qui montre un petit peu l'effet papillon de cette adoption de loi, ou comment le projet de loi a été voté à Paris, loi sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, voté à l'Assemblée nationale, plein cœur de la Concorde, et provoque à l'autre bout de la planète donc l'embrasement dont on voit les dégâts tous les jours depuis cette semaine. Un autre dessin du dessinateur français Cac pour l'Opinion, qui est assez subtil, parce qu'il rappelle à la fois les inégalités qui existent au détriment des Kanaks, mais il pousse aussi les indépendantistes dans leur propre retranchement en évoquant le grand remplacement de Zemmour, mais à l'envers. Tous ces blancs que vous allez laisser voter, c'est le grand remplacement. C'est assez gonflé. Et puis, on a cet autre dessin, pour terminer, du jeune dessinateur Piette que je trouve très efficace, parce qu'il montre avec cette image que c'est quand même aussi une entrave au processus de décolonisation qui est en jeu, et que quand la marmite est prête à exploser, il vaut mieux faire attention à choisir le bon couvercle pour éteindre le feu. Merci beaucoup, Laure, pour ces dessins sur la Nouvelle-Calédonie. Autre thème d'une semaine dans le monde ce soir. La Russie et sa guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a remplacé en début de semaine, dimanche dernier précisément, son ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, par un autre proche, l'économiste Andrei Belousov. Remaniement alors que sur le terrain, l'offensive sur la région de Kharkiv redouble d'intensité, s'accompagnant aussi de bombardements massifs. Moscou dit avoir repris une douzaine de villages en une semaine seulement. Kiev ne cache pas ses difficultés dans la région. Et cette semaine, toujours, Vladimir Poutine s'est rendu, il y est toujours d'ailleurs, en Chine pour une visite d'État qui s'achève. Les liens entre Vladimir Poutine et Xi Jinping sans cesse plus resserrés. On va écouter Vladimir Poutine, c'était aujourd'hui. Ce qu'il se passe dans la région de Kharkiv, c'est aussi de la faute de l'Ukraine. C'est la réponse au fait qu'ils ont bombardé et continuent de bombarder des zones résidentielles dans les territoires frontaliers, y compris Belgorod. En ce qui concerne la conquête de Kharkiv, nous n'avons pas ce projet à l'heure actuelle. Alors, on va tout d'abord revenir sur le remaniement du début de semaine. Sarah, comment interpréter cette mise à l'écart de Sergueï Shoigu, qui reste un proche et qui reste aux affaires, mais remercié au profit donc de Belousov? Oui, alors on a dit beaucoup que c'était une histoire de corruption. Les réseaux sociaux se sont enflammés sur cette thématique. Donc un proche de Sergueï Shoigu qui aurait été condamné pour corruption. Oui, voilà. Donc ça, c'est la réalité. C'est en effet un proche de Sergueï Shoigu qui a été condamné pour corruption, mais Vladimir Poutine en a profité pour limoger Sergueï Shoigu, pour le remplacer en fait par celui qui va être un peu l'artisan de l'économie de guerre russe.
C'est un économiste. C'est un économiste, absolument. Et voilà. Et le pays maintenant va être comme l'Iran pendant les sanctions, se mettre en état de guerre économique. Et c'est ça le message qui est envoyé à travers cette tout l'appareil de production, comme il était déjà un petit peu, mais là de manière plus systématique et de manière plus affichée, va se mettre dans cet ordre-là. Et voilà. Donc on voit en effet que la Russie commence à aussi adopter les codes de communication de l'Ukraine ou de l'Occident. Et tout cela alors qu'on connaît le contexte. La Russie redouble d'intensité dans son offensive sur Kharkiv. Moscou affirme aujourd'hui avoir pris une douzaine de villages dans cette région en une semaine seulement. Quelle lecture vous faites de cette offensive actuelle? C'est toujours difficile de commenter les avancées des armées. Il y a une devise qui dit que la première victime des guerres, c'est la vérité. On sait peu de choses, mais on est passé d'un moment où on pensait que la propagande. Exactement, et puis il faut savoir précisément sur le terrain, mais on est passé d'un moment où on pensait que la Russie allait s'effondrer à un moment où on pense qu'elle va gagner. Reprendre la deuxième ville du pays, c'est très très peu probable. Il faudrait 5 à 6 fois plus de troupes, et probablement c'est une guerre d'usure, et puis le front fait 1000 km. Non, je crois que ce qui marque le plus la semaine, c'est ce tournant économique, et avec aussi la présence de Poutine en Chine, et à Harbin, dans le nord de la Chine, tout près de la Russie, pour discuter d'économie, parce que la Russie va pas si bien que ça sur le plan économique. Cette journée de vendredi est d'ailleurs consacrée au renforcement des liens commerciaux qui sont déjà très importants, 240 milliards d'euros selon les chiffres chinois, une relation qui est sans cesse plus resserrée. Et avec une petite baisse ces derniers mois, parce que Biden a fait un petit peu haussé le ton, a fait pression sur les banques et les entreprises chinoises. Et c'est pas si simple que ça. Et en fait, la Russie souffre. La Russie, par exemple, a des problèmes de recrutement, comme tous les pays occidentaux, et la guerre déstabilise les entreprises. Il y a beaucoup de stratégies de contournement d'entreprises qui veulent ne pas perdre leur cadre. Il y a des contrats officiels qui deviennent des contrats officieux pour ne pas être envoyés à la guerre. C'est pas si simple. Et le nouveau ministre va essayer de mettre en place l'économie de guerre, huiler les choses, les flux financiers. Mais on voit quand même, si je puis me permettre, qu'il y a des problèmes de recrutement partout maintenant. L'Ukraine a des problèmes de recrutement et nouveau, elle vient de mobiliser. Elle a abaissé l'âge, mais surtout elle vient de mobiliser maintenant ses prisonniers. Ce qui est quand même, alors ça ne sera pas les prisonniers, ceux qui auront commis des infractions sexuelles ou les pires, c'est pas comme la Russie. Mais malgré tout, ça dit bien ce que ça veut dire. Et moi, je suis assez inquiète aussi de cette percée. C'est plus compliqué d'ailleurs de recruter, disons, côté ukrainien. Ah bah oui, bien sûr, au fur et à mesure que la guerre dure, il y a de moins en moins de gens qui veulent y aller, ils sont épuisés. Quand on est en Ukraine, on voit revenir du front les trains qui sont pleins d'amputés. Enfin voilà, c'est une guerre normale. Mais donc je pense que ça a beau rester des toutes petites offensives, des toutes petites bulles prises, c'est quand même assez inquiétant les nouvelles conquêtes de territoire de la Russie. Alain, l'Ukraine ne cache pas ses difficultés dans la région de Kharkiv. Point positif quand même au tableau pour Kiev, qui apparaît en position de force quand même en mer Noire avec ses bateaux, ces navires de la flotte russe récemment coulés. Et puis, on a appris aussi cette semaine que les exportations ukrainiennes étaient quasiment équivalentes à présent à ce qui était le cas avant-guerre. Sur ce point, ce blocus total que la Russie voulait mettre en place en mer Noire, sur cela, la Russie a échoué, on peut le dire ? Oui, totalement, oui. C'est vrai que l'Ukraine subit des coups, mais elle en donne aussi. On a vu que, et notamment ce qu'elle a réussi à faire, même si elle est en difficulté et qu'il y a une usure due à la longueur de la guerre. Personne n'imaginait quand tout ça a commencé que cette guerre pourrait durer 2 ans et que peut-être on y sera encore l'année prochaine et peut-être celle d'après. Donc évidemment, c'est terrible pour les Ukrainiens, mais en même temps,
ce qu'ils ont très bien réussi à faire, c'est à mettre au point des drones navals en particulier. Et ça, c'est la première fois qu'on voit ça à cette échelle dans une guerre. Des drones navals qui attaquent les navires de guerre russes, hein, et qui ont réussi à faire reculer et à casser en fait le blocus maritime que subissait l'Ukraine en mer Noire, et donc à réouvrir un couloir d'exportation des céréales. Alors pour l'Ukraine, c'est vital, parce que les céréales, c'est avec l'acier, mais maintenant l'acier, ils n'en exportent plus beaucoup parce que les aciéries ont été bombardées et la production est beaucoup réduite. Mais par contre, ils continuent à cultiver les champs, même malgré la guerre, malgré les mines, malgré les bombardements, quelquefois. Les agriculteurs continuent à cultiver et à produire du grain qu'ils exportent. Et donc c'est vital effectivement de laisser ouvert ce couloir d'exportation. Et puis ils ont frappé aussi avec des drones aériens, ils réussissent à frapper les raffineries russes de pétrole, et ça aussi c'est une stratégie, on peut dire évidemment c'est moins spectaculaire, et l'Ukraine n'annonce pas de la même façon que la Russie ses victoires, puisque bon, la Russie fait beaucoup de cas de ces 200 km² qu'ils ont pris en Ukraine depuis une semaine, et donc évidemment bon, ça sert beaucoup le discours russe. L'Ukraine est plus discrète peut-être sur les frappes qu'elle inflige au complexe pétrolier russe, mais c'est quand même toucher l'économie russe dans son cœur, puisque c'est comme ça que la Russie se finance aujourd'hui. Et la Russie se finance en vendant son pétrole, son gaz, son pétrole surtout, à des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie, voilà, qui sont des grands clients du pétrole russe. Et en réduisant les exportations russes, en frappant les raffineries, l'Ukraine réussit à la fois à réduire les ressources de la Russie et à freiner la production d'essence qui sert bien sûr à l'armée russe. Donc c'est une stratégie qui est, on peut dire, assez maligne, mais évidemment pas spectaculaire, et qui ne peut pas, ça ne va pas non plus renverser le cours de la guerre. Enfin, il ne faut pas non plus exagérer l'importance de ces mesures. Mais voilà, ça participe à l'effort de guerre, disons, des Ukrainiens, et au fait qu'ils rendent coup pour coup. Et pendant ce temps, peut-être un mot de la Géorgie, hein, qui craint de connaître le même sort que l'Ukraine. Toujours ces manifestations pro-Union européenne qui se poursuivent dans le pays après le passage cette semaine en troisième lecture de la loi sur l'influence étrangère, calquée donc sur une loi russe de 2012 qui a depuis permis d'éliminer toute voix critique. Ce scénario ukrainien pourrait se reproduire aussi en cas, ça a donné lieu à des images absolument stupéfiantes de la bagarre au Parlement, et puis ces manifestations. Le pays est en ébullition entre une présidente pro-européenne, un Premier ministre plus pro-russe, un milliardaire qui tire les ficelles derrière. Il faudra voir comment cette loi est appliquée, jusqu'à quelle rigueur elle est appliquée, parce qu'après tout... Jusqu'à quand voilà. la rue va rester mobilisée. Elle est déjà appliquée. Moi, quand j'étais en Géorgie, j'ai vu qu'il y avait certaines institutions culturelles qui, avant que la loi même soit promulguée, subissaient déjà cet ostracisme de la part du régime. Donc, en fait, c'est très préoccupant et c'est très poignant, parce qu'on voit une telle adhésion à l'Europe. Pour eux, c'est une question, comme en Ukraine, hein, si vous voulez, mais on voit que c'est poignant, c'est une question ontologique. Alors, il y a quand même une petite partie des Géorgiens, mais qui sont plutôt les gens plus âgés, qui sont des nostalgiques de l'Empire soviétique. On a même vu des statues de Staline réapparaître sous le coup de la portée du rêve géorgien. Mais bon, voilà, on sent que la grande majorité du pays est quand même pro-européenne, avec la même ferveur que l'Ukraine. Et notamment cette jeunesse, hein, la génération Z, qui visiblement entend rester mobilisée. Oui, tout à fait. Eux, c'est des gens qui sont nés après l'Union soviétique, et pour qui le lien avec l'Europe et le regard vers l'Europe est assez naturel. Alors, c'est vrai, on voit tous ces drapeaux européens. On est dans une période où on va voter pour les élections européennes sur tout le continent. Moi, je trouve que l'Europe est un peu timide dans la façon dont elle tend la main à ces manifestants. Mais en même temps, on comprend pourquoi. C'est parce qu'elle est embarrassée. L'Europe a accordé à la Géorgie le statut de pays candidat, mais en même temps a peur de provoquer là-bas une confrontation qui serait un peu la même que celle qui s'est déroulée en Ukraine au moment du Maïdan, de la révolution de 2013-2014.
Donc il ne serait pas en mesure d'assumer ce... Et que l'Europe ne serait pas effectivement en mesure d'assumer. L'Europe a peur d'une intervention russe sur place, a peur de pousser le gouvernement, disons, à des mesures de force et à prendre trop nettement le parti de la Russie, et essaye... En maintenant le dialogue, en maintenant cette candidature, enfin cette ouverture à une possible candidature et négociation d'adhésion de la Géorgie, essaye d'attirer le gouvernement, mais en même temps... cette loi, vous avez tout à fait raison, mais moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que cette loi justement va obérer les chances de la Géorgie de passer, de rejoindre un jour. Tout à fait. Et ils ont même en fait provoqué un peu cette loi russe. Mais tout à fait, on a un gouvernement qui a quand même un double discours là-bas, c'est-à-dire qui dit d'un côté nous sommes pour l'Europe, et en même temps... Ils ont eu un double discours jusqu'à présent, sauf que là dernièrement, cette loi marque effectivement le choix d'aller plutôt vers la Russie, et je trouve que, pour le dire plus nettement, peut-être je trouve que l'Europe n'est pas assez ferme à dire si vous adoptez cette loi, la porte de l'Europe va se fermer, et de manière claire et nette, de façon à mettre le gouvernement devant un choix. La population géorgienne qui, elle, veut rejoindre. Donc c'est peut-être pour ça que le langage à adopter est un peu difficile. Oui, c'est très compliqué, évidemment. On ne veut pas pousser non plus la population à une révolution et qui est un bain de sang qui risquerait d'arriver, c'est sûr. Donc c'est assez délicat. Mais enfin, il me semble quand même qu'on n'a pas fait grand-chose. On a vu sur place aller les ministres des Affaires étrangères des 3 pays baltes qui sont allés sur place apporter un soutien aux manifestants. Mais où est Charles Michel? Où est Joseph Borrell? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas à Tbilissi? Enfin voilà, il y a quand même des manières de signifier ce qu'on pense. Voilà, je trouve qu'on ne tend peut-être pas suffisamment la main aux Géorgiens et à cette partie de la population qui se sent européenne. Laure, les dessins sur ce deuxième thème très vaste. Oui, alors je vais vous montrer, on remonte un petit peu, je vais vous montrer ce dessin assez savoureux du dessinateur Rodot sur le limogeage de Shoigu, qui rate, Rodot ne rate pas l'occasion d'un pied de nez assez cocasse. Vladimir Poutine limoge son ministre de la Défense. Il a bien dit limoger et pas liquider, Oui, il sera molli, constate ce fonctionnaire. C'était assez cocasse. Un autre dessin du dessinateur ukrainien Kazanevski, qui est toujours aussi poignant sur cette angoisse qui ne cesse de transparaître dans ses dessins. Et là, on voit à quel point il est question du cap sur Kharkiv qui doit beaucoup l'angoisser. Puis ensuite, les dessinateurs ont beaucoup réagi à la visite de Poutine en Chine. On a ce dessin de Stelina, jeune dessinatrice de Taïwan, qui sur un ton plus léger évoque avec beaucoup de drôlerie. Tout le monde aura deviné le film Dirty Dancing que moi j'ai dû voir 150 fois quand j'étais gamine. Donc face à cette danse un petit peu danse d'amour entre les deux, c'est Macron qui ravale un petit peu sa cravate, puisque Xi Jinping était en visite la semaine dernière à peine. Et puis pour terminer aussi, ce dessin du dessinateur suisse Chapat pour Le Temps, un petit jeu de mots bien trouvé qui ne fait jamais de mal. On est plus que des amis, dit Poutine, on est despotes. Merci beaucoup Laure pour ces dessins très bien vus. Dernier thème d'une semaine dans le monde ce soir, le mouvement MeToo et la question des violences sexistes et sexuelles au sein du cinéma français, omniprésente au Festival de Cannes cette année, dont c'est la 77e édition. 2 mois après le discours choc de Judith Godrèche au César, la vague MeToo n'en finit pas de déferler. Judith Godrèche a d'ailleurs présenté son court-métrage, Moi aussi, en ouverture de la catégorie Un certain regard. Mardi dernier, jour d'ouverture du festival, une tribune dans le journal Le Monde de 147 personnalités, des femmes, mais aussi quelques hommes, demandaient également une loi pour punir les violences sexistes et sexuelles dans différents milieux. Et puis autre tribune cette semaine dans le magazine Elle, cette fois 9 femmes accusaient le producteur Alain Sard. On va écouter tout d'abord Judith Godrèche. J'ai monté les marches ce soir et c'est à vous que je pensais. Merci. C'est vous qui étiez avec moi, c'est votre film et c'est vous les stars de cette soirée.
Le témoignage de Judith Godrèche et puis son discours très poignant au César, ça a été le point de départ d'une deuxième vague MeToo. Oui, d'une institutionnalisation peut-être, d'une prise en compte par les institutions et par la grande fête du cinéma de Cannes. La cérémonie d'ouverture avec beaucoup de femmes très puissantes, enfin Zao Sagazan, la palme à Meryl Streep, enfin c'était quelque chose de très important. Le festival a un problème, c'est que si il y a une dénonciation, une accusation d'un cinéaste très important qui est dans cette compétition, ça devient difficile. Mais moi, je trouve que ce qui a été très marquant, c'est cette histoire la liste des 10, cette fausse liste colportée par des sites d'extrême droite complotistes. Donc c'était une rumeur. Une rumeur. Il y a une très bonne enquête de la Tribune dimanche dernier, qui a montré que c'était des sites d'extrême droite, mais aussi avec des gens d'extrême gauche qui ont colporté cette rumeur infâme. Donc c'était une rumeur de nouvelles révélations. Oui, qui n'existait absolument pas, attribuée à Mediapart qui a démenti. Et en fait, il y a derrière ça un côté contre les élites, dépravées, corrompues. Moi, ça me fait penser à ce que Quanon a fait aux États-Unis avec toutes ces rumeurs. Pourquoi ? Pour décrédibiliser Décrédibiliser, oui, absolument. Bon, il y a peut-être des gens d'extrême droite refus du wokisme ou des évolutions des mœurs, probablement, mais il y a des choses extrêmement malsaines derrière tout ça. Sarah, on déplorait encore il y a peu que les hommes ne se joignaient pas franchement au combat. Et là aussi, ces dernières semaines, de plus en plus d'hommes, et notamment à travers cette tribune dans Le Monde, 147 personnalités, parmi lesquelles de nombreux hommes, prennent aussi la parole pour soutenir les femmes. Là aussi, on a franchi un cap ces dernières semaines. Oui, j'ai envie de vous dire enfin, quoi. C'est en effet bien. Et oui, bon, ce mouvement MeToo dans le cinéma, il était attendu, appelé. C'est très bien. Ce droit de cuissage des actrices, c'était insupportable. Donc ça, c'est en train, heureusement, de finir. Maintenant, il ne faut pas que ça tourne au macartisme et à la chasse à n'importe quoi. Il faut faire très attention parce qu'autrement, ça sera contre-productif pour ce mouvement à tout ce qui est délation, corbeau. Et en effet, c'était très détestable, ces bruits qui ont couru, cette liste. Et voilà, je ne sais pas quel est l'intérêt. Oui, ce conte-là de Zoé Sagan, là, qu'on connaît tous et qui déverse son lot d'horreur à chaque fois qu'on l'ouvre et dont on a déterminé que 90% de ce qui colportait est faux. Voilà, on devrait, je pense, mettre le Twitter X devrait maintenant peut-être un petit peu réglementer ce genre de rumeurs vraiment ignobles. Alain, je l'évoquais cette semaine, donc il y a eu aussi dans les colonnes du magazine Elle une tribune de 9 femmes qui dénoncent le comportement d'Alain Sard, le producteur, et tout cela s'ajoute à une longue liste de personnalités, notamment des réalisateurs mis en cause, Benoît Jacot, Jacques Doyon. Ce problème des violences sexistes et sexuelles existe particulièrement dans le cinéma d'auteur en France ? Alors, je ne sais pas, on a eu l'affaire Weinstein aux États-Unis aussi. Enfin, voilà, je pense que tout milieu dans lequel des gens ont du pouvoir est susceptible d'être touché par ce genre de comportement. Mais c'est vrai que dans le cinéma, on a des jeunes actrices, souvent, qui n'existent que par le regard que des démiurges, des metteurs en scène portent sur elles, et donc ce qui les met en position de pouvoir, et elles en position de fragilité. Et effectivement, on ne peut que se réjouir que ce système-là soit mis à jour, dénoncé, et qui est enfin... des choses bougent. Enfin, on voit beaucoup de choses bouger dans le cinéma. On voit que maintenant, on a des coordinateurs d'intimité Alors, je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui existent. Alors, voilà, ce n'est que le début, mais en même temps, on voit qu'il y a une prise de conscience quand même du besoin de traiter autrement, par exemple, les scènes de nudité au cinéma ou les scènes sexuelles. Et c'est évidemment... On ne peut que se réjouir de voir ces choses-là bouger. Et puis on voit que le Festival de Cannes aussi prend conscience de ça. Alors évidemment, c'est particulièrement frappant parce que le monde du cinéma est un monde d'artistes qui se pensaient progressistes, qui se pensaient libérés, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a là les mêmes dérives qu'il peut y avoir dans d'autres cadres où des gens ont du pouvoir. Après, il ne faudrait pas que ce milieu qui est glamour et qui attire le regard
confisque aussi la parole des autres milieux. Il se passe exactement la même chose dans le monde du sport. Dans cette le monde tribune du Monde, c'était pas seulement le MeToo cinéma. Hein. Il y avait beaucoup de représentants du MeToo média, MeToo armée, MeToo regardez les images là, on en parle. Bon, c'est Cannes, non, mais là, bien sûr. parce que c'est l'accroche mais malgré tout, voilà, la liste, tous ces bruits, toutes ces rumeurs, c'est quand même plus manifeste quand il s'agit de stars, parce que voilà, ça intéresse plus. Mais les caissières, voilà. Oui, à l'hôpital aussi, on a. À l'hôpital, évidemment. Je pense que c'était l'un des enjeux de cette tribune dans le monde, c'était de montrer que tout le monde était. Absolument. Enfin, tous les milieux étaient. Aucun milieu, oui. Cinéma d'auteur, cinéma de grande distribution, comme tous les milieux. Mais il y a une très grande différence entre des enquêtes journalistiques très délicates, qui mettent beaucoup de temps, avec beaucoup de recoupements, souvent plusieurs témoignages sur une même personne, et ces délations qui n'ont aucun lieu d'être. Vous évoquiez cette prise de conscience au Festival de Cannes, qui est réelle, on l'a évoqué à l'instant. La présidente du festival a quand même fait des déclarations un petit peu mal comprises par certains en amont de ce Festival de Cannes. Elle a dit: si le cas d'une personne mise en cause se présentait durant le festival, nous veillerons à prendre la bonne décision au cas par cas, mais on évoquerait aussi l'œuvre. C'est elle la vraie star? On comprend quand même que c'est... que comprendre, en fait, de ces propos qui ont quand même suscité la controverse? Alors, écoutez, moi, je retiens surtout, d'abord, le fait que c'est une femme qui a remplacé un homme, qui est une nouvelle présidente pour le Festival de Cannes, et que peut-être c'est aussi ça qui fait un peu changer les choses, puisque donc c'est Iris Knobloch qui a remplacé Pierre Lescure, et qui aujourd'hui... amène sauf que là, ça allait dans l'autre sens, si je puis me permettre. Mais elle a dit quelque chose en disant on va quand même. Elle a dit on va quand même regarder l'œuvre. Donc c'est toujours on sépare l'homme de l'œuvre. Aujourd'hui, ça dire. Débat. Bon, moi, j'ai trouvé ça. Enfin, personnellement, j'ai trouvé ça quand même pas mal, parce que voilà, il faut pas non plus. Moi, je suis pas pour qu'on cancelle tous les auteurs. Depardieu. Non, Depardieu, évidemment, qui est un très très grand acteur, même s'il a commis toutes ces turpitudes. Céline, on continue à le lire. Dostoïevski, on va continuer à le lire parce qu'il est russe. Voilà, il faut pas non plus. C'est le point le plus difficile. Et puis aussi, ça faisait référence, j'imagine, à l'affaire Polanski, où tout d'un coup, les actrices ont essayé de le bouter hors du festival, alors que bon, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Voilà, il ne faut pas non plus tomber dans l'hystérie éradicatrice. Mais c'est le point le plus difficile. Polanski a des comportements absolument abjects et qui sont maintenant tout à fait prouvés. Et en même temps, il y a des films immenses. Comment on fait pendant l'effervescence? Je crois qu'il y a de la marge encore avant qu'on arrive à l'hystérie éradicatrice. Il me semble qu'il y a quand même un certain nombre de... Enfin, ce qui ressort aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des comportements qu'on ne peut plus admettre. Enfin, le fait. Mais les deux peuvent coexister. C'est ça qu'il faut dire. Les deux peuvent coexister. Il faut lutter contre. C'est ça l'enquête, la vérité, la justice. C'est pas de. Vous voyez, je trouve que c'est ça qui est intéressant, non? Non, moi je suis pas pour qu'on coupe les têtes et qu'on voilà, mais qu'on fasse des listes noires. Mais non, je suis pas non plus pour les listes noires. Mais je pense qu'il faut dire les choses quand même, et que c'est une bonne chose aujourd'hui qu'un certain nombre de comportements soient aujourd'hui mis à jour. Voilà. Mais ça, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ça. Laure, un dernier coup d'œil au dessin sur ce dernier thème. Oui, ben voilà, comme Cannes est une fête internationale du cinéma, l'affaire intéresse beaucoup nos dessinateurs du monde entier. Un premier dessin qui nous vient du Brésil, du grand dessinateur brésilien Amorim. Un MeToo se cache sous cette palme d'or. Sauras-tu la trouver, on pourrait dire. Mais voilà, c'était simple comme idée de reprendre le logo de la palme d'or et d'y glisser un MeToo, hashtag MeToo. Amorim l'a fait. Un autre dessin du grand dessinateur algérien Dilemme, qui est très fort aussi, une vraie trouvaille, parce qu'il montre comment, après la libération de la parole, le mouvement passe un petit peu à l'action, avec le jeu de mots autour de l'action du cinéma. Et voilà, on vient de parler de ces 100 personnalités qui ont effectivement pris la parole pour réclamer une loi intégrale contre les violences sexuelles. Donc c'est aussi maintenant peut-être le temps de la justice. Et puis pour terminer, ce dessin aussi de la jeune dessinatrice française Aden, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est ma foi, si MeToo prend pour certains un petit peu trop de place sur les marches et le tapis rouge, je trouve que c'est quand même une façon de mettre la justice au centre de ce dessin, parce que c'est elle qui est censée reconnaître les victimes, les coupables
et les innocents. Et peut-être que c'est à elle qu'il faut donner la Palme d'Or, finalement. Bravo. Merci beaucoup. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Laure. Merci, Sarah. Merci, Patrice. Merci, Alain, d'avoir participé ce soir à Une semaine dans le monde. C'est déjà la fin de cette émission à retrouver sur notre site internet, en podcast et sur les réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24. On fait un point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.